Maison de la Francité. Alors c'est un cycle de 4 conférences, depuis ce soir jusqu'à la fin de l'année, consacré au langage de l'alchimie. La première, ce soir, consacrée au code alchimique et symboles maçonniques. Elle sera suivie d'une seconde conférence le 27 octobre, toujours un mercredi, à la même heure, consacrée à un personnage très particulier, John Dee, mage et alchimiste de la Renaissance. C'était l'astrologue de la grande reine britannique Élisabeth Ier, et il a, figurez-vous, séjourné à Anvers, et il a fait imprimer à Anvers un de ses livres principaux, qui est un opuscule avec des connotations alchimiques. Ensuite, le 24 novembre, nous aborderons un sujet un peu inattendu et surprenant. J'étais moi-même le premier surpris. Rubens, figurez-vous, s'est passionné pour l'hermétisme et l'alchimie. Rubens passionné d'hermétisme, ce sera la conférence du 24 novembre. J'expliquerai comment et pourquoi ce grand peintre baroque avait un intérêt tout particulier pour l'hermétisme. C'est un domaine très peu connu, mais qui est illustré notamment par des découvertes toutes récentes. Et enfin, nous terminerons ce cycle de 4 conférences le 15 décembre, toujours un mercredi, par la venue à Bruxelles et à Tournai d'un personnage tout à fait mystérieux, le fameux comte de Saint-Germain. Lui aussi très intéressé par l'ésotérisme, l'alchimie et la maçonnerie, et qui croisera la route à Tournai d'un autre personnage représentatif et symptomatique du siècle des Lumières, le fameux Casanova. Casanova, dans ses mémoires, parle de sa rencontre à Tournai avec le comte de Saint-Germain. Voilà. Alors, comment est-ce que j'en suis venu à m'intéresser à tout ça? Mais tout simplement, il y a maintenant 3-4 ans, un éditeur normand à Rouen m'a commandé une histoire de Bruxelles en bande dessinée. Et j'ai scénarisé 3 tomes de l'histoire de Bruxelles en bande dessinée. C'est une trilogie qui est en passe de devenir une sorte de classique qui a déjà été réimprimée plusieurs fois. Et chemin faisant, je suis tombé sur un personnage particulier qui est un médecin bruxellois qui a sa statue à Bruxelles, une statue qui est méconnue, qui se trouve place du Nouveau Marché aux Grains. Il s'agit de Jean-Baptiste Van Helmont, médecin et chimiste du XVIIe siècle, mais je me suis aperçu en creusant le sujet et en me procurant notamment une édition originale du XVIIe siècle de ses œuvres complètes publiées à Lyon par son fils, qu'il avait fait nommer François Mercure Van Helmont. Donc ce sont des œuvres posthumes, qu'il s'agissait en réalité d'un véritable alchimiste. Il a eu notamment maille à partir avec l'Inquisition et il a été emprisonné ici un certain temps à Bruxelles. Et il a pu s'en sortir parce qu'il avait heureusement épousé une femme de la noblesse à Bruxelles, apparentée aux de Mérode. Et on a pu faire jouer un certain nombre de relations pour le sortir de prison. Et il est considéré aujourd'hui dans l'histoire de la médecine comme un personnage important ayant effectué de véritables découvertes. Et donc, autour de ce personnage de Van Helmont, je me suis dit, mais l'alchimie, elle est présente dans nos régions aussi. On parle souvent de Nicolas Flamel, c'est l'alchimiste le plus célèbre, alchimiste parisien, n'est-ce pas, qui n'a peut-être jamais pratiqué l'alchimie, ce qui est un paradoxe, mais dans l'histoire de l'alchimie, il y a beaucoup de paradoxes et de choses inattendues et surprenantes. Mais il y a aussi donc tout un vivier d'alchimistes dans nos régions. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être en manière d'introduction, un questionnement: qu'est-ce que l'alchimie? Voilà, je ne prétends pas donner une réponse définitive à la question, puisqu'elle est toujours extrêmement discutée et controversée. Il s'agit d'un domaine à la fois mystérieux
et par certains aspects fascinant. L'histoire de l'alchimie dans nos régions, à ma connaissance, n'avait jamais été retracée jusqu'ici. Et c'est ce vide que je souhaite combler ici, avec ce cycle, parmi vous. S'agissait-il d'un art ou d'une science? L'alchimie n'est-elle pas tout simplement la chimie des anciens? Un savoir en bonne partie oublié, enfoui au cœur de traités obscurs, hermétiques, incompréhensibles parce que nous en aurions perdu la clé, égaré les codes. Ou bien s'agit-il de spéculations occultes, voire même mystiques? Un savoir intentionnellement caché, dont la compréhension ne serait réservée qu'à de rares initiés, et un savoir qui serait volontairement dissimulé aux yeux des profanes. S'agit-il d'une voie initiatique, un chemin qui conduirait ses adeptes sur la voie de l'éveil ou carrément de l'illumination? Ou encore sur le chemin d'une ascèse ayant partie liée avec la psychologie des profondeurs? Ça, c'est la thèse que le psychanalyste Carl Gustav Jung, disciple puis rival de Sigmund Freud, a cru entrevoir en se penchant très longuement sur les textes et les enluminures alchimiques. Ces enluminures sont souvent somptueuses et elles sont parfois surréalistes avant la lettre. Elles ont d'ailleurs fasciné André Breton, qu'on a appelé le pape du mouvement surréaliste. Et bien souvent aujourd'hui, les approches du corpus des textes alchimiques enluminés, illustrés, est le fait d'historiens de l'art. Ou bien les alchimistes, autre possibilité, ne seraient-ils jamais que des charlatans, des escrocs, habiles en prestidigitation, des montreurs de prodiges, des manieurs de fioles, trompant les foules, grugeant les puissants, en leur faisant miroiter cette promesse inouïe de faire de l'or. Certains d'entre les alchimistes, soutiennent qu'ils sont capables de mettre un coup d'arrêt au vieillissement naturel de l'être humain, et même de lui offrir une forme d'immortalité grâce à la spagyrie, la découverte de la quintessence. La quintessence, c'est la cinquième essence, ce qu'un film fameux a appelé le cinquième élément, n'est-ce pas? L'élixir de longue vie ou la panacée, capable de guérir tous les maux. L'alchimie serait-elle dès lors une forme de médecine conduisant à ingérer, à digérer l'or potable, à s'incorporer en tant qu'individu la pierre philosophale? Eh bien, je pense que sans doute il y eut dans l'histoire de l'alchimie un peu de tout cela à la fois, et hier et aujourd'hui, car il semble curieusement qu'au XXIe siècle, cette discipline conserve encore un certain nombre de disciples. Le mot alchimie, c'est un mot à la fois très clair et très obscur. Al, dans alchimie, comme dans alcool, ou dans Alhambra, la rouge, la forteresse rouge de Grenade, ou dans alambic, c'est un article défini en langue arabe, c'est l'article défini, c'est là, le en langue arabe. Mais après ça, les choses se compliquent. Kimia, en arabe, c'est la chimie, soit un mélange d'opérations techniques et de spéculations que les Arabes, à dater du 8e siècle de notre ère,
ont emprunté à l'Égypte hellénisée. Je rappelle qu'en Égypte régnait depuis longtemps, on en parlait tout à l'heure là, une dynastie héritière des généraux installés sur place par Alexandre le Grand. Les Ptolémées sont d'origine grecque, l'Égypte hellénisée. C'est de là que viendrait cette kimia. Et les Occidentaux, à dater des XIIe et XIIIe siècles, vont hériter à leur tour, charriés par le grand mouvement de traduction depuis l'arabe qui a pris place au Moyen-Âge central, surtout via l'Espagne islamisée, de tout ce courant alchimique. Kimia, ce mot grec, désigne la fusion. Et il serait dérivé du verbe grec kéo, qui signifie couler, verser. Mais kémi, en langue copte, c'est aussi la terre noire, une appellation qui désignait l'Égypte. Cette Égypte, je l'ai dit, des Ptolémées, d'où serait originaire la science alchimique. C'est dans l'Égypte hellénisée qu'on relève les premières traces écrites d'un savoir alchimique à dater des années 300 de notre ère. Alors, il y a un historien des sciences d'origine belge, Robert Halleux, qui a écrit des choses très intéressantes à ce sujet, et il dit les deux hypothèses. Le mot d'origine grecque kimia, la fusion, kéo, couler, verser, et le mot copte, kémi, la terre noire, ces deux hypothèses sont compatibles quand on connaît le goût des alchimistes pour la spéculation étymologique. Donc vous voyez, on rentre déjà, même au niveau de l'étymologie, dans un domaine discutable, ambivalent, ambigu. Le terme d'origine grecque, désignant les opérations sur les métaux à l'état fondu, a vraisemblablement été mis en relation avec le lexique égyptien, désignant lui la terre noire. Donc voilà, cette ambiguïté est originaire au terme fusion, terre noire. L'alchimie, dans l'Antiquité tardive, puis au Moyen-Âge, est perçue comme née sous le patronage d'un dieu égyptien. Ce dieu, c'est Thoth, c'est l'Hermès des Grecs, c'est le Mercure des Latins. C'est une divinité particulièrement volatile. C'est le dieu protecteur des voleurs, des marchands et des messagers. Et c'est ce dieu qui va finalement donner son nom beaucoup plus tard à l'hermétisme. La terre noire évoque en outre, je ne peux pas m'empêcher de le relever, la première phase de ce qu'on appellera en alchimie le grand œuvre, l'œuvre au noir. En latin, la nigredo. C'est le chemin premier, c'est le chemin le plus ardu, c'est un chemin obscur qui est associé dans la tradition alchimique au découragement, qui accompagne des manipulations répétées et encore répétées jusqu'à la nausée, des manipulations qui ne débouchent sur aucun résultat apparent. C'est ça l'œuvre au noir. Alors, maintenant, je dirais ceci, il est probable que les alchimistes dans nos régions, dans le secret de certains monastères, comme à l'abri des hauts murs de quelques forteresses, voire peut-être au sein de certains ateliers urbains, ont exercé leur art localement ici, à compter des XIIe et XIIIe siècles. Mais on n'a pas de traces écrites de cela.
Ceci dit, l'alchimie constitue longtemps un courant souterrain. Et cela explique peut-être pourquoi ils n'ont pas laissé de traces. Par contre, à dater de l'automne du Moyen-Âge, donc au XIVe et XVe siècle, là on repère les indices très clairs d'une activité qui va se poursuivre dans nos régions jusqu'à nos jours. Notamment, on n'abordera peut-être pas le sujet directement, mais il y a dans la librairie, c'est-à-dire la bibliothèque des ducs de Bourgogne, qui a miraculeusement survécu au grand incendie qui a détruit le palais des ducs de Bourgogne, ici à Bruxelles, dont il subsiste quasiment rien, à part les souterrains là qu'on peut visiter au Coudenberg, mais qui est un des plus beaux palais d'Occident. La librairie et la bibliothèque a survécu. J'ai été personnellement reçu il y a quelques années dans cette bibliothèque. On m'a mis dans les mains la pièce maîtresse, c'est le bréviaire de Philippe le Bon, qui est conservé dans un coffre capable de résister aux bombes, n'est-ce pas? Et bien, dans cette librairie des ducs de Bourgogne, il y a quelques traités alchimiques, notamment en langue flamande, ce qui montre un intérêt de ces ducs pour le domaine en question. Notre sujet de ce soir, c'est les relations particulières entre ce domaine donc ambigu, ambivalent, mystérieux, et la franc-maçonnerie. D'après les recherches d'un historien écossais, David Stevenson, la franc-maçonnerie au sens moderne, qu'on appelle spéculative, ceci pour la différencier du métier de maçon dit opératif, eh bien, cette maçonnerie spéculative serait née en Écosse dans les années 1600. Voilà, ça c'est une hypothèse. C'est l'hypothèse la plus récente, la plus documentée, je dirais, et on la doit donc aux recherches qui datent de la fin du XXe siècle de l'historien David Stevenson. Je le dis à titre de préliminaire, c'est un domaine qui reste, là encore, très discuté, très controversé, et on baigne en plein dans le domaine de l'hypothétique. Mais enfin, il faut bien dire quelque chose. Et donc là, on a une base. Ça se serait passé dans les années 1600 lorsque des gentlemen, des gentilshommes, auraient progressivement été acceptés en Écosse au sein de certaines loges opératives. Les loges, c'était au départ, au Moyen-Âge, les ateliers qui accompagnaient les chantiers, n'est-ce pas, aussi bien de construction des édifices religieux, les cathédrales par exemple, que des édifices laïques, les maisons seigneuriales, les forteresses, etc. Et dans cette loge, on entreposait les outils des maçons opératifs, mais se transmettait aussi les connaissances, le know-how, les secrets du métier, n'est-ce pas? Voilà. La loge constituait donc au Moyen-Âge une construction annexe au chantier où les maçons se réunissaient, entreposaient leurs outils et se transmettaient les secrets du métier, de maître à apprenti. Au fil du temps, la loge a évolué. Elle est devenue non plus seulement un atelier au sens matériel du terme, mais aussi une organisation dont faisaient partie les hommes de métier, les craftsmen, les gens qui exerçaient le métier. Et une des fonctions de ces organisations, c'est d'organiser un banquet annuel et aussi, et c'est très important, de servir en cas de décès ou de malheur d'un des membres de caisse de solidarité. C'est un petit peu les ancêtres à la fois de ce que nous appelons aujourd'hui les sociétés mutuelles, n'est-ce pas, et aussi les ancêtres des syndicats. Parce que, on le sait, ces sociétés qui vont donner plus tard, notamment en France, le compagnonnage,
sont les sociétés qui imposaient des barèmes des salaires aux commanditaires, hein, et qui barraient l'entrée du métier aux personnages qui n'en faisaient pas partie et qui, eux, auraient voulu brader les prix et les salaires en question. Alors, s'emparant progressivement des outils, des symboles, des mots de passe, qu'on appelait le mot de maçon, des signes de reconnaissance et des cérémonies de réception dans le métier, les spéculatifs auraient ensuite essaimé dans l'Angleterre, voisine de l'Écosse. Il y a une date importante là, en tout cas retenue par la tradition, même si là encore, je crois qu'il y aurait beaucoup de recherches à effectuer encore. Les choses ne sont pas si bien certaines que cela, mais en tout cas, d'après la tradition, à Londres, le 24 juin 1717, la Grande Loge de Londres et de Westminster aurait réuni pour la première fois différentes loges spéculatives. Ça se passait dans une taverne. On a retenu le nom de cette taverne, la tradition l'a retenu, l'Oie et le Grill. Les loges londoniennes avaient coutume de se réunir dans des arrière-salles de taverne. Cette date, le 24 juin 1717, marque traditionnellement la naissance officielle de la franc-maçonnerie au sens moderne. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, collationnant, compilant, réformant des écrits anciens qu'on appelle les Old Charges ou anciens devoirs de la maçonnerie corporative, la maçonnerie de métier, un pasteur, James Anderson, aidé d'un savant d'origine française, John Desaguliers, qui était protestant, qui avait quitté pour cette raison la France pour l'Angleterre. Leur travail commun allait livrer, à la demande de la Grande Loge de Londres, un texte fondateur. Ce texte fondateur est publié, imprimé en 1723, et il s'intitule « Les Constitutions des francs-maçons ». Il sera réédité avec certaines modifications en 1738, et il fait toujours autorité aujourd'hui auprès des maçons de toutes les obédiences. Or, il est intéressant d'observer que les deux plus anciens francs-maçons, dont le nom nous est connu à ce jour, je dis bien à ce jour, d'autres découvertes pourraient être effectuées dans le futur, mais les deux plus anciens francs-maçons dont le nom nous est connu à ce jour, il s'agit de Robert Moray, initié franc-maçon en 1641, et de Elias Ashmole, initié quelques années plus tard en 1646. Eh bien, il se fait que ces deux maçons, Robert Moray et Elias Ashmole, entretenaient tous deux des relations privilégiées avec l'alchimie. En effet, Robert Moray, membre fondateur en 1660 de la Royal Society, il s'agit d'une société de savants issus de tous les horizons politico-religieux. C'est très important parce que ça se déroulait dans une Angleterre profondément marquée par des conflits entre factions religieuses opposées, catholiques, protestants, réformateurs et bientôt anglicans. Ces gens se battaient dans le sang, n'est-ce pas? C'est l'époque des guerres de religion dans toute l'Europe. Eh bien, ce Robert Moray, membre fondateur en 1660 de la Royal Society, est également le protecteur d'un alchimiste anglais très important qui s'appelle Thomas Vaughan, né en 1621, mort en 1666. Et ce Thomas Vaughan est par ailleurs le traducteur, sous un pseudonyme, dans le domaine alchimique. On aime beaucoup utiliser des pseudonymes, des noms secrets. Le pseudonyme qu'utilisait Thomas Vaughan, c'est Eugène Philalèthe. Philalèthe, Eugène le bien-né, Philalèthe, l'ami de la vérité, aletheia en grec.
Eh bien, en 1652, Thomas Vaughan traduit l'un des premiers manifestes de la Rose-Croix. Alors ça, je vais y revenir parce que je pense que c'est un élément essentiel pour essayer de comprendre les relations entre l'alchimie et la franc-maçonnerie. Quant à Ashmole, il est lui membre de la Royal Society. Il est passionné de ce qu'on appelait à l'époque des antiquités, de toutes sortes. Le célèbre Ashmolean Museum à Oxford va réunir en 1683 une partie de ses collections. On peut toujours visiter aujourd'hui ce Ashmolean Museum. Et il est lui l'éditeur en 1652 d'un ouvrage dont je n'ai pas pu me procurer malheureusement l'édition originale, mais j'ai pu me procurer une édition en facsimilé. Cet ouvrage s'intitule Theatrum Chemicum Britannicum. C'est un des principaux recueils de traités alchimiques anglais, depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance et jusqu'aux années 1652. Il y a déjà là quelque chose d'assez, je dirais, parlant. Nous avons les deux premiers maçons connus par l'histoire, par les archives, Robert Moray, Ashmole, tous deux membres de la Royal Society. Moray étant, la Royal Society existe toujours aujourd'hui, c'est une grande société de rencontres de savants de tous bords, de toutes nationalités. Et tous les deux sont membres de la Royal Society. Moray est même un des fondateurs, une cheville ouvrière à la Royal Society, et tous deux ont un rapport privilégié à l'alchimie. Et la franc-maçonnerie naissante, d'autre part, semble avoir entretenu un lien. Alors comment qualifier ce lien ? Moi je suis philosophe de formation, j'appellerais peut-être ce lien, je le qualifierais peut-être de philosophique, avec la Rose-Croix. Alors la Rose-Croix, c'est une association très particulière, et si vous assistez le 24 novembre à la conférence que je donnerai au sujet de Rubens, vous verrez que Rubens, il va parler de la Rose-Croix dans une correspondance qu'il entretiendra avec un humaniste français, Peresque, et il va les assimiler à, je cite Rubens, dans sa correspondance avec Peresque, des alchimistes. Il est hautement vraisemblable que la Rose-Croix, apparue dans l'Allemagne des années 1600, n'a jamais constitué qu'une sorte de mystification littéraire dans le chef, dans l'esprit de ses créateurs. Là, on a quelque chose de très particulier aussi. On a une invention, on a une société secrète qui serait une mystification, une invention, mais qui en même temps va avoir un impact dans la réalité. C'est très très particulier. Au premier rang de ces mystificateurs se trouvait, on le sait aujourd'hui, un jeune théologien protestant du nom de Johann Valentin Andreae. Ce Andreae, c'est, on le sait aussi, un spécialiste de l'alchimie paracelsienne, l'alchimie inventée par Paracels. Je reparlerai de Paracels dans ces conférences. C'est un personnage très très important pour l'histoire de l'alchimie. C'est un médecin suisse au XVIe siècle qui va utiliser l'alchimie et l'implémenter dans le domaine de la médecine. C'est lui qui va inventer par exemple le terme de spagyrie. Quand on parle de spagyrie aujourd'hui, ce sont des remèdes utilisés et fabriqués toujours aujourd'hui. J'ai rencontré un spagyriste ici sur la grande place de Bruxelles qui travaille en France actuellement. Ce sont des remèdes qui héritent totalement de la philosophie, les concepts développés par ce médecin suisse, Paracels, qui était à la fois chirurgien. C'est quelqu'un qui a vraiment rénové l'art de la médecine en s'inspirant, il va le dire lui-même, sans honte, des remèdes de bonnes femmes, des remèdes de sorcières, n'est-ce pas ?
les sages-femmes notamment, et de l'alchimie. Un personnage très 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 particulier qui va avoir beaucoup de disciples. Et notamment Van Helmont, dont je vous parlais en commençant, est un disciple de l'alchimie paracelsienne. Voilà, c'est très 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 important comme personnage. Et donc, Johann Valentin Andreae, chef de file de la mystification littéraire des Rose-Croix, est un disciple de Paracelse. Et c'est lui, sans doute, Andreae, qui a rédigé ce texte très spécial qui s'appelle la Fama Fraternitatis, en français, renommée, fama, fame, en anglais, la réputation, la renommée, de la fraternité. C'est le grand manifeste du mouvement Rose-Croix, publié de façon anonyme, sans nom d'auteur. C'est ça qui va lancer le mouvement Rose-Croix en 1614. Et ce même Johann Valentin Andreae sera l'auteur 2 ans plus tard, en 1616, d'un autre texte, Rose-Croix. Ces 2 textes vont être traduits, imprimés. On est à l'époque où l'imprimerie tourne en plein dans toute l'Europe. Les noces chimiques de Christian Rosenkreuz. Alors ce mouvement Rose-Croix, qu'est-ce qu'il vise? Il vise une réformation universelle. C'est un terme qui va soulever les foules véritablement, notamment dans le domaine intellectuel. Pourquoi? Parce que le continent européen à l'époque est déchiré par les guerres de religion entre catholiques et protestants. Et ce mouvement Rose-Croix, il propose un mythe fédérateur, le mythe d'un ordre fondé par un personnage aussi complètement mythique, le fameux Christian Rosenkreuz. Christian, le prénom chrétien, n'est-ce pas? Rosenkreuz, rose-croix, le mélange de la rose et de la croix. Et c'est un mythe qui est conduit par l'intérêt pour la quête du savoir alchimique. Ce savoir alchimique est vu par les manifestes de la Rose-Croix comme quelque chose qui pourrait être rédempteur de l'humanité en péril. Il faut savoir donc, il faut se replacer dans le contexte des guerres de religion. C'est quelque chose de tragique qui advient en Europe à l'époque, au XVIe et XVIIe siècle. À savoir que si, durant le millénaire médiéval, il y avait bien eu des hérésies, n'est-ce pas? Les cathars, des choses comme ça, ça avait été résorbé dans le sang, d'accord? Mais enfin, c'était des hérésies minoritaires. Ce qui advient maintenant, c'est beaucoup plus grave. C'est l'Europe qui se déchire en 2 entre protestants et catholiques. Et puis il y aura d'autres, luthérianisme, et puis anglicanisme en Angleterre, etc. C'est un drame. On n'avait jamais vu ça. Le tissu religieux européen est en train de se fragmenter complètement. Et c'est pour ça que ce mouvement Rose-Croix a beaucoup de succès parmi les intellectuels à l'époque, parmi aussi un certain nombre de dirigeants européens, parce qu'il propose une réforme universelle, et il propose que cette réforme passe par le savoir alchimique. Donc c'est comme si la science, n'est-ce pas ça, on pourrait mettre ça en rapport avec la Royal Society, comme si la science permettait peut-être de fédérer les gens, de les asseoir autour d'un idéal commun. Ces manifestes Rose-Croix, même si c'est une mystification proposée par quelques intellectuels allemands, ça va intriguer beaucoup de gens à l'époque. Et une de ces personnes que ça va intriguer profondément, alors c'est assez surprenant, n'est-ce pas? Mais c'est René Descartes, fondateur de ce qu'on va appeler le mouvement rationaliste, n'est-ce pas? Eh bien, Descartes séjournait en Allemagne à l'époque où sont parus ces fameux manifestes. Et il va chercher, on le sait, par ses biographes, il va chercher à rencontrer les frères de la Rose-Croix en Allemagne. Sans succès, évidemment, puisqu'il s'agit d'une mystification menée par quelques intellectuels. Un autre personnage important va prendre leur parti en Angleterre, c'est un alchimiste qui s'appelle Robert Fludd,
et il va la défendre à travers une série d'ouvrages. Quant à l'humaniste Peiresc, que j'ai cité tout à l'heure, correspondant de Rubens, il pense, et on le sait à travers sa correspondance avec Rubens, que ces Rose-Croix seraient identiques à ce qu'il appelle les alumbrados, les illuminés espagnols. Et enfin vient un quatrième intellectuel d'importance dans cette affaire, Francis Bacon, promoteur du nouvel esprit scientifique. Dans son Novum Organum en 1620, ça c'est un ouvrage fondateur de la science moderne. C'est quelqu'un qui met en avant l'expérimentation, enfin tout ce qui est le socle de la science aujourd'hui. Eh bien, Francis Bacon va laisser un texte posthume qui sera publié un an après sa mort par son secrétaire, La Nouvelle Atlantide. Et ce texte est directement influencé par le mythe de la Rose-Croix. Alors, dans La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon, il est en effet question d'une fraternité qui se réunit ponctuellement dans ce que Bacon appelle, dans la Nouvelle Atlantide, la maison de Salomon, sur l'île d'Atlantide. Pourquoi est-ce que ces gens se réunissent? Afin de partager les dernières découvertes scientifiques, qu'ils passent leur temps à collecter tout autour de la planète. Et ces gens s'appellent des frères, qui parcourent la planète sous le couvert de l'anonymat. Ce sont des frères invisibles, n'est-ce pas? Je pense, ne pas trop m'avancer, je ne suis pas le seul, que ces idées-là ont inspiré les premiers francs-maçons spéculatifs. Voilà, je pense que ce ne serait pas très étonnant, au vu du grand retentissement qu'eut le mythe Rose-Croix dans l'Europe du XVIIe siècle, comme au vu de la ressemblance entre ce mythe et différents aspects de l'ordre maçonnique. En effet, la maçonnerie spéculative se présente également sous la forme d'une fraternité qui fait fi de la position occupée par les frères dans le monde profane, qui se veut le centre de l'union par-delà les querelles confessionnelles et partisanes, et qui travaille au perfectionnement de l'humanité et qui cultive la discrétion de même que les frères Rose-Croix se disaient invisibles. Ça veut dire qu'ils étaient capables de se reconnaître entre eux, mais invisibles aux yeux des autres, invisibles aux yeux des profanes. Le cas échéant, cette source d'inspiration expliquerait pourquoi un certain nombre de symboles présents dans les loges maçonniques auraient été empruntés au domaine hermétique en général et au répertoire alchimique en particulier, deux domaines extrêmement présents, très très présents dans le mythe des Rose-Croix. Ainsi, maintenant on va peut-être exemplifier les choses. Dans le cabinet de réflexion maçonnique, le futur apprenti maçon est invité à rédiger son testament philosophique avant son initiation. Il se trouve là, au sein d'un cabinet souterrain qui symbolise l'un des 4 éléments traditionnels, la terre, les autres étant le feu, l'eau et l'air. Et dans ce cabinet, on constate la présence du sel, du soufre et du mercure. Ça, ces 3 éléments-là, ce sont 3 éléments directement empruntés à la méthode chimique prônée par Paracels. Paracels met en place dans sa médecine alchimique comme fondamentaux les éléments du sel, du soufre et du mercure. Ensuite, dans ce même cabinet de réflexion, on trouve l'inscription vitriol,
qui est soumise à la réflexion du candidat maçon. Cette inscription, je l'ai retrouvée chez un alchimiste malinois, disciple de Paracels, Gérard Dorn. Il en a donné la clé dans un de ses écrits que j'ai retrouvé sous forme d'acronyme: Visitabis interiora terrae, rectificando, invenies occultum lapidem, vera medicinam. Tu visiteras les intérieurs de la terre et, en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte, vraie médecine. Vitriol. Quant à la devise du rite écossais ancien et accepté en maçonnerie, cette devise c'est Ordo ab chaos, l'ordre à partir du chaos. Il s'agit là aussi d'un autre emprunt à la tradition, aux écrits alchimiques. J'ajoute, ainsi que le relève Didier Kahn, un des grands spécialistes contemporains de l'alchimie, le thème de la parole perdue, un thème qui semble être apparu dans la franc-maçonnerie avec le grade de Royal Arch, le rite de l'Arche royale dans les années 1720, c'est en réalité un thème qui était déjà bien connu dans la littérature alchimique, sous la dénomination de parole délaissée, dictum demissum. Cette expression est présente par exemple dans une somme alchimique de 1366, attribuée à un auteur occitan, Bernard Peyre. Elle est présente aussi dans un traité alchimique du XVIe siècle, attribué à Bernard le Trévisan ou Bernard de Trèves, qui s'intitule précisément La parole délaissée. Or, il existe de ce traité, La parole délaissée de Bernard le Trévisan, XVIe siècle, nombre de copies manuscrites et de traductions. Ce traité est notamment cité au XVIIe siècle par différents auteurs, et c'est l'époque où est apparu le rite de Royal Arch. Ce traité présente la parole délaissée ou laissée comme la principale parole, tue et cachée. Je cite le traité de Bernard le Trévisan, ce très grand secret qui est la pierre en laquelle on n'ajoute rien. Un autre traité alchimique du début du XVIIe siècle, celui-là, s'intitule La révélation de la parole cachée. On ne peut donc pas exclure de rattacher ce thème de la parole laissée, délaissée, cachée, à la légende maçonnique de l'architecte Hiram, dont la parole est précisément perdue. Le dictionnaire universel de la franc-maçonnerie nous apprend à ce sujet, je le cite, que la recherche de la parole perdue est en fait la fin dernière de la maçonnerie. Elle n'est autre que le primitif mot sacré des maîtres, que nul ne peut plus prononcer depuis qu'Hiram, ayant refusé de la remettre au mauvais compagnon, en a emporté le secret dans la tombe. Et le thème de nombreux hauts grades, et particulièrement du 18e degré du rite écossais ancien accepté, chevalier Rose-Croix, est la recherche et la découverte de cette parole. Didier Kahn observe en outre qu'un certain nombre de francs-maçons, à dater du XVIIIe siècle, allaient faire le lien entre l'ordre maçonnique, ses symboles, son organisation, ses objectifs et l'alchimie. C'est le cas en particulier chez deux auteurs maçonniques, le baron Chaudy et Éteilla. Tant et si bien qu'un certain nombre de francs-maçons, au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, s'appliquèrent à des recherches alchimiques. L'idée générale, à leurs yeux, était que les épreuves rituelles de l'initiation aux différents grades maçonniques constituaient une sorte de trajectoire commune avec les différentes étapes du grand œuvre,
depuis la mortification de l'œuvre noire jusqu'à la réalisation lumineuse de la pierre philosophale. C'est le cas, par exemple, de Savalette de Lange, au XVIIIe siècle, qui va croiser la route de Cagliostro et constituer en 1775 une commission de recherche. Cette commission cherchait à connaître l'origine comme les buts de la franc-maçonnerie. Ayant rassemblé de nombreux rituels maçonniques et textes alchimiques, cette commission, les Philalettes, va se réunir en congrès en 1784 puis en 1786 afin, encore une fois, de connaître la vérité au sujet de l'origine et des buts de l'ordre. Et tous ces gens vont finir par renoncer à ces recherches, notamment après avoir reçu à Paris en 1787 un certain Christophe Bode. Alors Bode, c'est quelqu'un qui a été placé à la tête des Illuminés de Bavière, les fameux Illuminati. C'est un ordre dont les personnes refusent toute recherche hermétique en maçonnerie et substituent à ces recherches une action politique. Ils vont jouer un rôle non négligeable dans la Révolution française. Mais il n'en reste pas moins qu'avant de se convertir à l'activisme politique, Savalette et ses amis avaient collectionné les manuscrits alchimiques et pratiqué l'alchimie. On en a la preuve, on a retrouvé ces archives et le laboratoire qui avait été installé dans l'annexe de cette loge après la mort de Savalette de Lange. On peut également citer d'autres maçons alchimistes à l'époque, au siècle des Lumières, en particulier en France, Dom Pernetti, prêtre d'origine, auteur en 1787 du dictionnaire mytho-hermétique. C'est un ouvrage, je l'ai lu, très très intéressant, qui prétend que dans toute la mythologie grecque, etc., notamment la recherche de la toison d'or, tout ça serait, de manière codée, des recherches alchimiques. Et bien sûr, autre personnage clé dans cette affaire, et nous en reparlerons le 15 décembre, n'est-ce pas, le fameux comte de Saint-Germain. Même si l'appartenance du comte de Saint-Germain à la maçonnerie, comme tout ce qui regarde le comte de Saint-Germain, est sujet à caution. Mais l'important, c'est qu'aux yeux de ses contemporains, il passait pour un initié. Alors, d'autres pays semblent avoir vu des maçons s'adonner à l'alchimie au XVIIIe siècle, et Didier Kahn cite notamment un auteur autrichien qui était proche de Mozart, déclaré en 1788 au sujet des maçons viennois, je le cite, « Toute personne de bon ton a son laboratoire et sa bibliothèque alchimique. » Différentes obédiences maçonniques allemandes pratiquaient également l'alchimie, telle la stricte observance templière du baron von Hund et d'autres, notamment les frères asiatiques ou la Rose-Croix d'Or d'Ancien Système. Dans les Pays-Bas autrichiens, et là nous revenons pour finir dans nos régions, et ici à Bruxelles, le duc Charles de Lorraine, gouverneur en poste à Bruxelles de 1741 à 1744, puis de 1749 à 1780, vous voyez, on se rapproche de la Révolution, semble s'être intéressé de très près à des expériences alchimiques. Mais fut-il franc-maçon? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement discuté et controversé également. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est intéressé de près à l'alchimie. Je dirais ceci pour terminer, c'est que si les francs-maçons, en règle générale, ne travaillent pas à la transmutation des métaux, mais au perfectionnement de l'humanité, on ne peut cependant pas exclure que les alchimistes cultivent le même idéal. Enfin, les uns et les autres disent pratiquer, c'est intéressant, c'est la même expression, l'art royal. Comme les uns et les autres, en pratiquant cet art royal, si ce n'est secrètement, au moins le pratiquent avec discrétion. Merci. Je voudrais ajouter un petit mot. Je crois qu'il y a une chose aussi importante à dire, c'est que quand on entre dans ce domaine de l'alchimie,
et je parle là de mon expérience vécue, on reçoit de plein fouet, en pleine figure, toute une série de concepts, de termes, de tout un vocabulaire particulier, et petit à petit les choses s'éclaircissent, mais pas tout de suite. Je tiens à le dire, c'est important parce que j'ai parfaitement conscience que ce soir, peut-être tout n'est pas clair pour tout le monde. C'est tout à fait normal. C'est comme dans toute discipline, n'est-ce pas? Qu'il s'agisse du droit, de la philosophie ou d'autres. Il y a un vocabulaire très particulier que les alchimistes ont développé au fil du temps, qui leur appartient et dont on prend peu à peu connaissance. Et peu à peu, les choses s'éclaircissent. Ça, c'est ma promesse.